reprendre la Crimée avant Noël. C'est peut-être une sorte de prophétie qui sera autorisatrice, on le verra. En tout cas, c'est l'objectif ukrainien avec des moyens, en l'occurrence 2000 hommes, un commando géant qui serait en formation en ce moment en Grande-Bretagne. Pour tout savoir là-dessus, les indispensables de Lucile de Villers. Bonsoir Lucile. Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. Alors, quelle est cette brigade, ce commando dont on parle ? C'est une information dévoilée par nos confrères du Sunday Express, l'une des éditions du quotidien britannique Daily Express. On y apprend qu'en ce moment même, les forces britanniques assurent la formation d'une brigade d'élite ukrainienne, plus de 2000 soldats, soit un petit bataillon. 2000 soldats ukrainiens dédiés à un seul et unique but, reprendre la Crimée avant la fin du mois de décembre, apprend-on de sources britanniques. Reprendre la Crimée avant la fin du mois de décembre, donc en moins de 5 mois. Cette information n'a pas été confirmée officiellement, ni par Kiev, ni par la Grande-Bretagne. Alors, sans parler de la date fixée, Noël, quelle serait cette formation dont il est question pour ces 2000 soldats ? Eh bien, selon le Sunday Express, voilà ce qui est prévu. L'accent est mis sur l'utilisation de tactiques de l'OTAN pour aider les troupes ukrainiennes à façonner l'espace de combat avant de frapper au cœur de l'ennemi. On comprend donc que ces soldats sont formés aux normes OTAN, c'est-à-dire au matériel de pointe, aux armes encore récemment fournies à l'Ukraine, mais aussi qu'ils sont formés à la stratégie militaire des armées dites modernes. Où seraient entraînés ces 2000 soldats, toujours selon le Sunday Express, ici sur le camp militaire d'Okehampton. On est dans le sud-ouest de l'Angleterre. La particularité de ce camp, c'est qu'il se situe en pleine zone naturelle protégée, au cœur de la région montagneuse du Devon, permettant ainsi les entraînements en conditions extrêmes, comme par exemple des attaques commando par groupe utilisant des munitions réelles pendant la nuit. Le tout supervisé par l'unité d'élite du 42 commando de la Royal Navy. C'est ce qu'on apprend, une unité réputée de pointe de la marine britannique, connue pour ses déploiements à l'étranger et qui s'est imposée aussi comme unité formatrice de bataillons étrangers. Alors, comment les Ukrainiens formés devraient-ils être déployés sur le terrain ? Eh bien, l'une des sources militaires britanniques interrogées affirme que cette brigade formera le fer de lance dans la reprise de la péninsule. Autrement dit, si Kiev arrive d'ici là aux portes de la Crimée, eh bien ce sont ces soldats qui seront en première ligne. Et ça ne s'arrête pas là. En plus de ce bataillon, 2 autres forces monteront des attaques simultanées. Cette même source indique que l'opération impliquera de nombreux assauts, des frappes aériennes, terrestres et maritimes, avec des commandos ukrainiens utilisant la technologie pour saper et paralyser les troupes russes. Alors, un commando géant formé en 5 mois pour reprendre la Crimée, qui plus est-ce que c'est un objectif tenable ? Eh bien d'abord, ce que l'on observe depuis quelques semaines, c'est une accélération des attaques ukrainiennes sur les points clés en Crimée. Et ce qui frappe, c'est leur récurrence. Ce week-end encore, la Crimée a été la cible d'une attaque de drones que la Russie affirme officiellement avoir repoussé, une attaque de 25 drones sur des installations russes, selon Moscou, donc tous abattus. Rappelons aussi ces 2 autres attaques sur la Crimée intervenues ces 10 derniers jours, dont celle d'une base aérienne qui a imposé l'évacuation de 2000 habitants sur 5 km et bien sûr l'attaque du pont de Crimée qui a privé temporairement la Russie de son approvisionnement. Rappelons enfin que depuis le début de la guerre, Kiev a toujours martelé vouloir reprendre la péninsule. L'été 2023 a un temps été évoqué comme objectif. Nous y sommes. Un autre délai est-il envisageable ? Ça, je vous laisserai en débattre. Kirilo Boudanov, le chef du renseignement ukrainien, lui, a affirmé il y a quelques heures que la reprise de la Crimée, c'est pour bientôt, sans toutefois fixer de date. Merci beaucoup, Lucile. Vincent Hugeux, pour commencer, est-ce que ça semble crédible on sait que les Britanniques forment depuis très longtemps des Ukrainiens au combat. Est-ce que ça semble crédible d'avoir 2000 hommes formés spécifiquement, et c'est là que c'est intéressant, spécifiquement pour intervenir en Crimée ? Que l'on forme des unités d'élite à une culture des forces spéciales en fonction du logiciel OTAN,
rien de bien surprenant. Vous avez des procédures analogues avec des Ukrainiens qui se trouvent aujourd'hui en Pologne, en Allemagne, en France, aux États-Unis, au Royaume-Uni, dans les pays baltes, et qui, en fonction de leur métier, de leur spécialité, sont formés avec une tentative d'établir une sorte de coordination naturelle avec les normes autant qu'elles soient technologiques ou tactiques, c'est-à-dire au combat. Là, en l'occurrence, s'agissant de la Crimée, ce qui me paraît intéressant, ce n'est pas de spéculer sur ce que pourrait être l'apport décisif de ces 1500 ou 2000 hommes. Ça ne suffira évidemment pas à reconquérir la péninsule annexée, mais c'est une manière aussi de maintenir en quelque sorte l'attention sur ce territoire. Il faut se souvenir que au tout début de l'agression russe, dans un discours, Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, avait envisagé l'hypothèse, en termes assez précautionneux, de discuter, le moment venu, d'un statut spécial pour la Crimée d'une part, pour le Donbass d'autre part. Tout ça est évidemment mort et enterré sans fleur ni couronne. Tout ça est terminé. Et d'ailleurs, et je termine là-dessus, la centralité de la reconquête de la Crimée dans le discours de Zelensky et de ses proches, Boudanov, Zaloujny, le chef d'état-major, elle montre assez qu'on a senti là un point de vulnérabilité. Imaginez que le pont de Kertch soit non seulement touché mais anéanti, que la route alternative intérieure par les terres soit bloquée elle aussi, et qu'au niveau naval, vous ayez une sorte d'équilibre des forces et des capacités de nuisance respectives. Là, l'hypothèse d'une reconquête, à quelle échéance, je n'en sais fichtre rien, n'est pas du tout fantaisiste. Reconquérir ce qui est tombé en 2014. Je me tourne vers vous, Guéric Poncet, parce que on se souvient évidemment de cet épisode avec ceux qu'on a baptisés les petits hommes verts. À l'époque, on va revoir des images d'archives, des hommes qui sont arrivés, ils étaient russes, bien sûr, mais ils n'avaient aucun signe distinctif de leurs unités. Ils étaient assez peu nombreux. Pas un coup de feu a été tiré. Et la Crimée est tombée comme ça, avec quelques hommes, quelques centaines d'hommes. Est-ce que c'est en filigrane une façon de dire on va essayer de la récupérer aussi avec peu d'hommes ? Alors, je pense que c'est très insuffisant, les 2000 hommes qui sont évoqués, évidemment. Entre-temps, la Crimée a été fortifiée. La Russie en a fait une forteresse autant que possible. Et évidemment, il faut se remettre dans le contexte de 2014. À l'époque, l'Ukraine était plus ou moins démilitarisée, ne s'attendait pas vraiment à une invasion. En tout cas, a eu très peu de temps pour réagir. Et donc, la Crimée n'était pas fortifiée comme elle l'est aujourd'hui par les Russes. Donc, il était beaucoup plus facile d'entrer et de verrouiller la Crimée avec quelques hommes. Aujourd'hui, je pense que ce que cherchent les Ukrainiens avec ce bataillon de 2000 hommes, c'est à former vraiment une force extrêmement agile, extrêmement mobile, qui serait capable de déstabiliser les lignes russes, de faire presque de la guérilla derrière les lignes au tout début de l'offensive, et à vraiment de toucher les permettre transmission peut-être, exactement, ou les quelques centres névralgiques, la logistique, le kérosène, les munitions, etc., pour permettre à une offensive de grande ampleur d'avancer un petit peu plus facilement. Mais évidemment, ça ne suffira pas. C'est un grain de sable indispensable, mais insuffisant. On peut se souvenir quand même malgré tout que Wagner, et d'autres exemples évidemment dans l'histoire, Wagner par exemple a fait beaucoup de mal avec une poignée d'hommes. Donc il est possible avec 2000 hommes de faire énormément de mal, si c'est très bien dirigé par des gens qui savent très bien faire leur métier. C'est ce que Vladimir Poutine a essayé de faire le 24 février en envoyant des parachutistes sur Kiev. Il a échoué, qui était là pour préparer l'arrivée du gros des troupes. Il était convaincu que l'Ukraine tomberait comme la Crimée est tombée en un rien de temps. Sauf que les choses ont changé. Effectivement, entre-temps, les Ukrainiens ont été formés par l'OTAN, du management au standard OTAN, à utiliser la stratégie au standard OTAN. Ils se sont réveillés en 2014, ils se sont militarisés. Ils ont formé une nouvelle génération aussi de militaires qui sont passés dans le Donbass et qui sont capables aujourd'hui, qui connaissent bien leur territoire, qui sont capables aujourd'hui de défendre, et on le voit bien depuis des mois. L'Ukraine n'est plus l'Ukraine de 2014. L'Ukraine d'aujourd'hui, elle a subi non seulement l'agression de 2014, mais elle est en guerre depuis plus d'un an maintenant. Il y a une résistance extrêmement forte et surtout au vu des
problématique des Russes d'avancer, en fait, tout bêtement. On voit bien que la stratégie ukrainienne a évolué. Là où la Crimée pouvait être un point de négociation, les 6 premiers mois, est devenu un point non négociable et l'intégrité territoriale est devenue un point central des exigences de Zelensky, en plus de la protection du territoire de manière collective et internationale. Alors la complexité, Ulrich Boudin, c'est que la Crimée de 2014 n'est plus la Crimée de 2023 non plus. Beaucoup d'Ukrainiens sont partis et beaucoup de Russes, pro-russes, sont arrivés. On pourrait parler d'une forme de colonisation. Qu'est-ce qu'il y a ? Effectivement, on peut parler d'une forme de colonisation. Effectivement, il y a une volonté au-delà de la passeportisation, il y a effectivement une volonté de la part des Russes d'installer des gens sur place. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on voit à l'œuvre, alors beaucoup plus petite échelle, mais qui se produit notamment aussi à Mariupol, où on voit effectivement des Russes aller s'installer dans les nouveaux bâtiments qui ont été construits par les Russes sur place. Et effectivement, le contexte de 2014 est complètement différent. Lorsque l'armée russe a lancé son annexion, elle avait sur place la base de Sébastopol avec 20 000 hommes. Une bonne partie de la flotte ukrainienne a retourné kazakh, en fait, parce qu'elle avait été travaillée par les services spéciaux russes. Donc, effectivement, une bonne partie des forces ukrainiennes aussi ont changé de côté, chose qui semble très peu vraisemblable en 2023 dans l'autre sens. Donc, dans ce cadre-là, effectivement, c'est vrai qu'avoir 2000 hommes vis-à-vis de plusieurs dizaines de milliers de soldats russes sur place, ça semble très peu quand même probable comme scénario. En revanche, effectivement, avoir des forces spéciales qui sont formées pour intervenir effectivement en amont des lignes ennemies. D'ailleurs, les forces spéciales sont formées par les Occidentaux depuis 2016, je crois, en Ukraine, notamment par les Américains et les Anglais. Donc ça, effectivement, ça a du sens. Et après, on pourrait tout à fait imaginer un scénario, pour revenir un peu sur ce que vous disiez, où effectivement, un petit peu à la manière d'ailleurs de ce qu'avait fait l'URSS en 43-44 pour reprendre la Crimée aux nazis, c'est-à-dire couper le pont territorial, en fait, grosso modo, entre la Russie et la Crimée, détruire le pont de Kertch. Et tout simplement, après, quand tu commençais à frapper et à harceler en fait l'ensemble des défenses russes sur le territoire de la Crimée, pour simplement les avoir à l'usure, en fait. Et pour le coup, c'est d'ailleurs la stratégie qui avait été présentée par Zaloujny à la fin de l'année dernière. En tout cas, Vincent Huguejeu, c'est aussi un message politique. Le Sunday Express est peut-être un canal, mais il y a un certain nombre de responsables sous couvert d'anonymat qui sont cités. C'est donc aussi une façon d'envoyer un message, de dire nous nous préparons à intervenir là-bas. Message à tête multiple, aux Russes, on ne lâchera pas la Crimée. Aux Occidentaux, ne misez pas trop sur notre mansuétude pour un compromis territorial. Et aux Ukrainiens eux-mêmes, nous n'abandonnerons pas un pouce du territoire. Au passage, il faut aussi souligner que par rapport au discours russe sur la russité supposée de la péninsule, l'une des innombrables impostures historiques du Kremlin, souvenons-nous que la Crimée a été grecque, romaine, byzantine, ottomane, russe, soviétique, puis ukrainienne. Bon, n'oublions pas non plus qu'en 1954, un certain Nikita Khrouchtchev signe un décret pour célébrer le 300e anniversaire de la réunification Russie-Ukraine, qui, en fait, accorde à la Crimée son autonomie. Donc, si vous voulez, n'oublions pas enfin, parce que ça aussi, il faut le rappeler, que parmi les grandes politiques d'expulsion criminelle de Staline, il y a eu l'éviction des Tatars. D'ailleurs, le mot Crimée vient d'un mot tatar, Kirim, qui veut dire ma colline. Et donc, les Tatars, après la Deuxième Guerre mondiale, qui eux-mêmes n'avaient pas toujours eu un comportement d'une grande douceur avec les autres communautés, ont été expulsés et plusieurs dizaines de milliers d'entre eux ont été tués à cette occasion-là. Donc, quand vous entendez les propagandistes poutinophiles nous expliquer que la Crimée serait une sorte d'anomalie, non, pas du tout. Tout ce que je viens de rappeler, ce sont les piliers historiques qui légitiment, au regard du droit international, la revendication ukrainienne. Et on pourrait parler de l'Holodomor, la famine imposée par Staline qui a tué des millions d'Ukrainiens à l'époque. Tout à fait. Bien sûr. Tout à fait. Cette péninsule a été... elle est très recherchée, elle est très bien située, et donc au fil de l'histoire, elle a été très convoitée. Les Tatars sont des populations plutôt proches ethniquement des Turcs. Ils sont de religion musulmane. Ils avaient leur propre assemblée, une indépendance effectivement politique, une forme d'indépendance politique. Donc ils ont toujours eu une forme de guérilla avec la population ukrainienne, et l'État
l'État ukrainien, mais combien même cette péninsule vivait plutôt en paix malgré les revendications séparatistes. Maintenant, les Russes ont saisi l'occasion d'une situation dramatique du point de vue politique en Ukraine. En 2014, le pouvoir était chancelant. Et c'est ça qui leur a permis, en quelque sorte, très rapidement... Au sein même de l'Ukraine, il y avait des dissensions qui étaient extrêmement fortes. Et donc, de faire retourner les vestes de certains, surprendre d'autres. Et puis, comme cette péninsule a l'habitude d'une forme d'indépendance permanente, ou en tout cas de débat sur le sujet, finalement, changer de bord n'était pas si problématique que ça. Mais aujourd'hui, les Tatars de Crimée revendiquent leur retour en Ukraine, et l'Ukraine revendique son intégrité territoriale. Alors, message politique envoyé au monde entier, ça c'est clair. Ça a d'ailleurs été bien entendu par les propagandistes vedettes de la télévision russe qui en parlent, notamment Skabaeva. On l'écoute. Не расслабляйте, тот самый Буданов, про которого вы шутите на тему похода на Крым, уже стал организатором 3 терактов, довольно успешных на Крымском мосту, поэтому рассуждать на тему его недееспособности, наверное, не приходится. И к сообщениям из Лондона официального тоже надо отнестись максимально серьезно. 2000 спецназовцев готовятся для того, чтобы захватить полуостров к 25-му, как заявлено, декабрю. C'est intéressant, Guéric Poncet, parce que ce qui est à l'origine un article de presse devient un rapport officiel qui arrive de Londres, qui fait état de la formation de 2000 commandos, avec en arrière-fond Boudanov, qui n'est quand même pas un amateur, c'est ce qu'elle dit, qui a déjà organisé les attaques sur le pont de Kerch. Oui, effectivement, alors on peut imaginer que ce rapport, entre guillemets, cet article de presse ne pointe qu'un centre de formation parmi probablement des dizaines qui existent en Occident, et que finalement cet article-là a généré une espèce de vague médiatique qui arrivait jusqu'au Kremlin, et le Kremlin renvoie la balle en disant voilà, nous on se prépare aussi, on n'accepte pas d'intimidation de cette manière. C'est un peu le jeu de la communication, mais finalement ce qui est important, c'est ce que vraiment les Ukrainiens vont tirer de ces formations et quelles capacités nouvelles ils vont avoir finalement pour aller déstabiliser les Russes, pour aller mener leur offensive et faire un petit peu ce dont les Anglais sont des experts, puisqu'ils ont un petit peu inventé le commando, force spéciale et le commando. C'est vraiment aller à quelques dizaines parfois déstabiliser tout un bataillon ennemi. Oui. Alors, en tout cas, la télévision russe s'en gargarise, ce qui n'est pas d'ailleurs une surprise. C'est à nouveau la patrie qui est en danger, puisque pour eux, évidemment, la Crimée est avalée, intégrée, digérée depuis 2014. C'est ça, c'est effectivement toujours ce syndrome de la patrie en danger, de la patrie attaquée, avec dans le rôle du grand méchant les Anglais, qui est un rôle assez classique. Au-delà des Américains, les Anglais sont souvent présentés par la propagande russe comme responsables d'à peu près tous les maux dont souffre la Russie, et notamment, je pense, en jouant justement sur cette image un petit peu de créateur des commandos, de James Bond, etc. Donc il y a toujours cette volonté effectivement de présenter les Ukrainiens comme étant un petit peu les marionnettes d'un Occident malfaisant qui voudrait s'en prendre et détruire tout simplement la Russie. Donc effectivement, ce discours rentre parfaitement là-dedans, et ça permet potentiellement de mobiliser la population sur des sujets un petit peu de patrie attaquée, d'autant plus que, rappelons-nous quand même que lorsque la Crimée a été annexée par la Russie, ça a quand même été en très grande majorité apprécié par la population russe. Ça, il faut toujours le garder en tête. Une très forte majorité des Russes se sont exprimés en faveur, on va dire, de l'annexion de la Crimée, avec le fameux slogan Kremnach, donc la Crimée est à nous, et pour le coup, jusqu'à aujourd'hui, une très forte majorité de Russes soutiennent l'annexion de la Crimée. Oui, c'est la complexité, bien sûr. Oui, alors, en filigrane de ces propos que l'on vient d'entendre à l'instant, il y a une inquiétude, un non-dit, qui est le sort de Sébastopol. Port crucial pour la flotte de la mer Noire, côté russe, qui jouit, si j'ose dire, d'un statut spécial depuis 1991, puisqu'en réalité, par accord contractuel, le port de Sébastopol, n'oublions pas que Sébastopol a été fondé à la fin du XVIIIe siècle par Catherine II, l'impératrice, le port de Sébastopol reste au fond sous contrôle russe. Et donc, indépendamment de la portée symbolique de la perte de la Crimée, qui pour beaucoup de Russes apparaît comme une sorte de Riviera, aussi, de Côte d'Azur, hier aisément accessible, aujourd'hui c'est un peu plus compliqué, Yalta et compagnie. Là, la perte de ce contrôle-là serait vraiment un désastre tactique pour l'armée russe. Oui, évidemment, Sébastopol, incontournable, crucial. D'ailleurs, il y a eu un certain nombre d'attaques, puisque dans 3 minutes, on va parler des attaques en profondeur. C'est aussi un des objectifs majeurs
on l'imagine, pour l'Ukraine. La reprise du contrôle dans cet espace-là et l'accès à la mer Noire, effectivement, est extrêmement important pour l'Ukraine. Et s'il devait reprendre l'intégrité, recouvrir l'intégrité territoriale et reprendre la presqu'île, ce serait dans son intégralité. Il y aura très difficilement la capacité de partager des territoires avec l'ennemi d'aujourd'hui, qui est la Russie. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est pourquoi autant affoler les populations qui résident aujourd'hui en Crimée, parce qu'elles sont inquiètes. Elles voient la situation se dégrader de plus en plus et on voit sur les réseaux sociaux cette inquiétude. Et là, la télévision russe, alors que la propagande est censée quand même maîtriser un petit peu la communication, on continue à affoler les populations locales. Certains Russes ont quitté la Crimée dès la première attaque parce qu'ils craignent l'arrivée des Ukrainiens en masse et ça ne fait que rajouter. Au-delà de l'appel au patriotisme, ça rajoute de l'hystérie collective. Et être d'accord avec l'annexion en 2014, quand pas un coup de feu n'a été tiré, quand on vient d'acquérir un nouveau lieu de villégiature pour l'été, c'est facile. L'acquérir au prix de sang des compatriotes russes, pour le coup, ce sera un autre débat.